Durant cette table ronde, alors on a voulu prendre ce sujet, opposer le SIA au SEO, qui est une opposition, on va dire, un petit peu brutale, mais aussi voulue. Quel levier pour me différencier pour mon e-commerce? Donc l'objectif, c'est de voir ensemble quel est l'impact que ça peut avoir sur mon business, quels sont les tenants, les aboutissants. Et ce que je vous propose, c'est de commencer dans cette première partie sur l'aspect SEO, de référencement naturel. Quelles sont les améliorations, peut-être ce que vous pouvez constater aujourd'hui sur les sites e-commerce, des choses qui peuvent aider, peut-être basique, un site e-commerce. Si demain je lance mon site ou je veux faire un check-up, quels sont les premiers réflexes à avoir pour valider mon site internet aux yeux de Google? Donc moi je suis là donc pour vous parler de principalement donc du SEO. Aujourd'hui en termes d'e-commerce, le SEO, bon, c'est un petit peu la même chose que sur des sites classiques. Le SEO, c'est basé sur 3 piliers. On a la première chose, c'est la structure du site. On a les contenus du site et la popularité. Ce sont les 3 piliers qui restent, on va dire, intemporels en termes de référencement. Ces 3 piliers sont toujours à travailler, sont complémentaires. C'est-à-dire, si on vient travailler certains piliers et pas d'autres, on peut avoir même des problèmes pour se positionner et se référencer. Aujourd'hui, là, si on parle du premier pilier, la structure, ça vient comprendre donc la configuration du CMS. Donc on va choisir un CMS comme PrestaShop, Shopify, Magento, etc. On va venir intégrer un thème donc sur ce CMS là. Le thème a un poids très important parce que c'est lui qui va venir englober tous les contenus qui seront intégrés donc sur le site. Si on a un thème qui est peu qualitatif, qui est mal codé ou qui pose des problèmes, qui a des gros handicaps, automatiquement on va avoir du mal à venir correctement se positionner parce que ça va générer comment dire, du code, des requêtes, des choses qui vont un petit peu dégrader le référencement. Nous avons après donc l'optimisation des contenus. Au niveau des contenus, il y a de plus en plus de poids à ça, c'est-à-dire Google donne de plus en plus d'importance au contenu. On a l'algorithme Google RankBrain qui est capable maintenant de comprendre la requête que l'on tape et comprendre réellement si une rédaction va répondre à cela. Il y a vraiment une notion d'intention de recherche et il faut venir essayer de traiter un sujet. Quand on rédige sur le web, quand on a une fiche produit, on essaie d'avoir la fiche produit la plus complète possible pour avoir un maximum d'informations sur le produit. On va utiliser ce qu'on appelle le champ sémantique, le champ lexical, où on va essayer d'avoir tous les mots-clés associés aux mots-clés traités. Là, on vient clairement répondre donc à l'intention de recherche et à Google RankBrain. Il faut absolument aussi éradiquer toutes les pages parasites. Sur un e-commerce, vous pouvez générer des pages dupliquées, ce soit par exemple la fonction de tag. On peut également avoir des pages dupliquées, par exemple avec si on conserve les marques et les fournisseurs sur une boutique, par exemple sur PrestaShop, par défaut, vous pouvez conserver une seule marque, un seul fournisseur, et c'est dupliqué par rapport au catalogue produit. Ça pose de gros problèmes. Donc il faut absolument essayer d'éradiquer un petit peu toutes ces pages parasites et venir ce qu'on appelle en fait les pages un petit peu zombies, les pages qui dorment, qui sont là et qui n'ont aucun intérêt d'être là et qui viennent un peu polluer la globalité du site. Il faut savoir que si on a une partie du site qui est vraiment peu qualitative, elle vient pénaliser l'ensemble du site. Donc ça c'est très important de venir travailler cette partie-là. La deuxième partie, quand on a une structure de site qui est à peu près bien optimisée, quand on a également des contenus qui sont à peu près pertinents, un petit peu la cerise sur le gâteau, ce qui va venir pousser tout ça, c'est un élément, ce qu'on appelle off-site. Tout à l'heure, on a parlé des 3 piliers, de la structure et des contenus. Ce sont 2 éléments qui s'optimisent donc à ce qu'on appelle en non-site, c'est de l'optimisation sur le site en lui-même. Et la partie donc externe, la partie popularité, c'est quelque chose qui se travaille en off-site, c'est-à-dire on va travailler cela à l'extérieur du site, on va générer des liens, on va générer du bruit autour d'une marque. On a eu récemment l'algorithme Google It qui a fait beaucoup de bruit. Maintenant Google, il a besoin de voir qu'il y a du bruit autour d'un site. On n'a plus simplement une marque qui est un site qui est positionné sur le web. Il faut avoir du bruit autour de sa marque qui est justement du bruit, des liens, des réseaux sociaux, des mentions autour d'une marque. Plus on va retrouver une marque sur le web, plus il y aura de bruit autour d'elle, plus ce sera pertinent. C'est ce qu'on appelle donc l'autorité d'un site. Il est important de le travailler. Ça peut également être travaillé via des stratégies de netlinking. On va manipuler cela si on a du mal à le générer naturellement.
Donc voilà en gros pour les principaux piliers du SEO, ce qu'il faut travailler pour un site e-commerce. Très bien, très, très intéressant. Tu as parlé de beaucoup de choses. Si voilà, les gens veulent comprendre davantage le référencement, donc c'est voir la structure, voir ce qui se passe autour, avoir des audits et des accompagnements. Tu as parlé de mise à jour de Google, d'algorithmes. Comment suivre tout ça? Parce qu'on sait que Google bouge beaucoup. C'est quoi tes Ce qui se passe, préconisations dans cet accompagnement? et en fait, ce qu'il faut, c'est suivre le fonctionnement de Google. En fait, comment Google fonctionne aujourd'hui et comment il fonctionnera demain. On peut aujourd'hui faire en sorte de référencer un site en fonction de ce que Google tolère. Le problème, c'est que Google, il a un seuil de tolérance et ce seuil baisse constamment. En fait, Google est de plus en plus sélectif. Donc, il faut toujours se dire, est-ce que ce que je fais est cohérent? Est-ce que ça ressemble au naturel? Est-ce qu'il y a un risque de suroptimisation détectable? Et tant qu'on reste sur des choses, des bonnes pratiques SEO, qu'on ne cherche pas la suroptimisation. Après, bon, il faut savoir que Google n'est pas un moteur de recherche, hein, c'est une régie publicitaire. Hein, donc Bruno va en parler tout à l'heure. Hein, il y a le SIA. Google vit du SIA. Donc Google est une régie publicitaire. Donc quand on fait du SEO, on vient concurrencer entre guillemets sa régie publicitaire. Donc Google essaie toujours de mettre la barre de plus en plus basse pour essayer de nous rendre la tâche de plus en plus difficile. Et que l'on essaie d'avoir des sites les plus propres possibles, des contenus les mieux optimisés possibles, les plus cohérents possibles, et tout ce qui était suroptimisation, comme on a eu avec Google Panda en 2011, avec Google Penguin en 2012, donc ça pénalisait les contenus suroptimisés et les liens vraiment artificiels. Google de plus en plus s'adapte, et Google Eat, c'est plus simplement avoir un site qui soit correctement référencé sur la toile, c'est avoir un site qui fait du bruit. En fait, on ne peut plus avoir un site comme ça qui tombe de nulle part, qui est bien optimisé en termes de SEO et qui n'a pas de bruit autour. Et ça, c'est tout nouveau. C'est un gros virage de Google. Hein. C'est un virage à 90 degrés. Aujourd'hui, il faut avoir du bruit autour d'une marque. Voilà. D'accord, donc c'est de plus en plus complexe, comme tu le dis, parce que Google a de plus en plus de services, donc rend ses services de plus en plus accessibles. Mais pourtant, le SEO reste un levier primordial. C'est peut-être le levier le plus rentable. Il me semblait avoir vu des analyses là-dessus, comme quoi l'acquisition leads via le SEO est peut-être le moins cher sur le marché. C'est quoi ta vision par rapport à ce levier SEO pour un e-commerçant? Le SEO restera un des leviers les plus rentables. Hein. Je le vois, je le vois via ma plateforme de lien. Clairement, on voit bien que les personnes s'y retrouvent en termes de ROI parce que ils viennent se positionner naturellement et suivant le produit qu'ils ont à vendre. C'est sûr que si on a un produit qui est cher ou on marche bien, c'est très intéressant de faire du SEO parce que on a un coût d'acquisition, mais je pense que c'est pareil pour le SIA. Le SIA, ça a un certain coût. On a un coût d'acquisition. Il faut que ce coût d'acquisition rentre dans les marges que l'on a par rapport aux produits que l'on vend derrière. Et on a des clients qui vendent des produits chers, qui vendent des services, du consulting, de l'audit, des produits très 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 luxueux, ou même par exemple ça peut être un poêle à bois, ou ça peut être des produits qui sont assez coûteux. Là, ils s'y retrouvent clairement parce qu'une campagne de lien, ça peut coûter entre 500 à 1000 euros par mois, comme par exemple du SIA, et derrière, les ventes qui vont générer derrière sont énormes par rapport à ce que ça a pu leur coûter. Donc effectivement, c'est un investissement à faire. Hein. Moi je dis toujours, le SEO, c'est comme dans l'immobilier, on vient investir dans l'optimisation de son site, dans ses liens, et c'est un patrimoine en fait. Hein. C'est alors que le SIA, on en parlera tout à l'heure, le SIA, on est un petit peu locataire de son emplacement, et c'est comme dans l'immobilier, si on arrête de payer le SIA, on redisparaît, mais le SIA vient toujours en complément du SEO. On a des clients nous qui font les deux, qui font du SIA et du SEO, qui matchent un petit peu entre les deux. Et puis surtout, le SIA, pour moi, quand il y a des grosses lacunes en termes de SEO, ou quand un site est à lancer rapidement et qu'on a peu de temps pour se positionner en termes de SEO, le SIA est miraculeux parce que du coup, dès le lendemain, on peut être positionné sur Google grâce à une campagne de SIA. Donc le SEO est très intéressant, le SIA a des gros avantages aussi, et je pense que le SEO et le SIA ont de beaux jours devant eux. Il y a vraiment un bon mix à avoir entre les deux, et bien sûr c'est au cas par cas, suivant ce qu'on a besoin de faire, le timing dans lequel on va être positionné, etc. Les deux peuvent être complémentaires, mais aujourd'hui le SEO reste vraiment un élément important pour se positionner et très rentable. D'accord. Je vois beaucoup d'e-commerçants quand ils se lancent, ou éventuellement de start-up qui s'orientent naturellement vers du SIA par manque de connaissances, peut-être SEO, ou manque d'accompagnement. Mais sauf que ce qui me semble le plus gros des atouts en termes
SEO, c'est de ne pas avoir ce coût qui est proportionnel à l'acquisition. Là, on l'a sur la vente. Sur un début d'activité ou sur une croissance, tu préconises quoi? C'est d'avoir un budget un peu sur les deux ou de se concentrer principalement sur le SEO, peut-être sur une logique de Alors, lancement ça sera, tout dépend, tout dépend le site qui est mis en place. Lorsqu'on a des fois des startups qui se lancent avec un site monopage où il y a quasiment pas de contenu dessus, etc. Là, on sait qu'en termes de SEO, on part avec un gros handicap parce qu'il va falloir optimiser ce site-là. Il y a des contraintes, mais souvent en termes de design, parce qu'ils veulent un site très épuré, ils veulent pas mettre de pavés de texte, etc. Donc parfois le SEO est un petit peu compliqué. Et puis ça prend du temps, c'est-à-dire nous, quand on va travailler du SEO entre les actions sur le site et une stratégie de lien, il faut compter à peu près 6 mois pour avoir de l'efficacité. Alors que le SIA, demain, on peut pas être positionné, mais c'est bien de faire du SIA au début, de travailler son SEO quand on se lance, et après de venir un petit peu équilibrer les deux, et voir après la rentabilité des deux. Mais au début, quand un site se lance, effectivement, il y a un laps de temps où on est vraiment dans le bac à sable avec Google, et puis il faut attendre de montrer patte blanche pour arriver à être positionné, et tant qu'on n'est pas crédible et légitime à être positionné sur les termes que l'on vise, eh ben on rame un peu. Donc effectivement, le SEO va accélérer cela, hein. On va vraiment booster cela, mais ça va inclure de l'optimisation du site, de la création de contenu, de la génération de liens vers le site. Mais ça prend du temps. Alors que quand on se lance, effectivement, le SIA, demain, on peut être positionné, on va acheter ces mots-clés et on est positionné le lendemain. Donc c'est en fonction du cas par cas. On a des clients qui veulent pas faire de SIA, on a des clients qui veulent préférer le SEO, d'autres c'est l'inverse. C'est vraiment au cas par cas, on n'a pas vraiment une typologie, dire bah voilà, tel client arrive, ben ça va lui coûter tant et tant en SEO, en SIA. C'est vraiment au cas par cas, il faut un petit peu échanger avec le client, voir un petit peu le site comment il est, et à partir de là, on peut définir la stratégie. Très bien. Donc sur cet aspect, il y a aussi pas mal d'acteurs qui vont tester du SIA pour un peu se rendre compte du coût d'acquisition, du taux de transformation, peut-être pour après remettre en place sur une stratégie SEO. Donc j'en profite là pour me tourner davantage vers Bruno sur cette partie SIA. Pour toi, c'est quoi les bases du SIA quand tu accompagnes des gens ou autres? Quelles sont peut-être les erreurs ou les conseils que tu donnerais pour se lancer sur du SIA et bien structurer ses campagnes? Peut-être avant de rentrer déjà dans le détail de la structuration des campagnes et des tactiques, j'aimerais peut-être rebondir aussi un peu sur 2-3 trucs qui ont été dits avant. Effectivement, le SEA, bah, tu démarres et puis tu es prêt tout de suite et puis tu es live tout de suite, tu te confrontes au marché. Souvent, je le vends comme ça aussi, c'est de dire, ok, tu as une idée, bah, faisons une étude de marché par le SEA parce que tu vas te confronter immédiatement au marché, tu vas tout de suite voir si ça prend ou si ça prend pas, tu vas tout de suite voir le volume. Donc ça, c'est un premier point. Après, comme tu disais tout à l'heure, c'est vrai que bah, le SEO, ça peut prendre longtemps, mais la manière dont tu dis, ça peut prendre longtemps, il va nous falloir 6 mois, c'est totalement juste. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que malgré ça, tu n'es pas garanti d'avoir des places au bout de 6 mois. Et puis, si tu vas te mettre sur des requêtes qui sont commerciales, quand tu t'es tapé les résultats shopping et puis que tu t'es tapé les liens sponsorisés Google, à un moment donné, tu es à 2 écrans avant de seulement apparaître en SEO. Donc, même si ça a de l'intérêt, je suis complètement d'accord. Tout ce que tu as dit, c'est très juste. Malgré tout, bah, le SEA, il est stratégique. À un moment donné, quand tu as 8 concurrents au-dessus de toi, bah, tu as beau être le premier en SEO, tu restes quand même à la 3e page, donc, enfin au 3e écran en tout cas. Donc ça, c'est compliqué. Après, tu parlais de bonnes pratiques. En fait, je vais peut-être juste expliquer bah, la vision que j'ai et ce que je recommande aux gens qui me contactent et qui font du e-commerce. En gros, il y a plusieurs étapes, mais je dirais que la première étape, c'est d'aller sur Google Shopping. Google Shopping, aujourd'hui, si on fait du e-commerce et qu'on veut faire un peu d'SEA, c'est le premier endroit où il faut aller parce que c'est ce qui marche le mieux et c'est ce qui transforme le mieux aussi. Donc, première étape, aller sur Google Shopping. Alors après, ils ont changé il n'y a pas longtemps. C'est-à-dire que maintenant, il y a des nouvelles campagnes shopping, ce qu'ils appellent des shopping intelligentes, et puis qui sont de plus en plus des boîtes noires, un peu comme de toute façon toutes les nouvelles campagnes qu'ils font, c'est de plus en plus des boîtes noires desquelles tu peux pas faire grand-chose, pas retirer énormément d'enseignements.
Mais on a encore la possibilité d'utiliser les vieilles campagnes shopping. Et celles-là, l'avantage, c'est qu'elles vont nous donner les termes de recherche qui ont été utilisés par les gens, qui sont derrière les clics et qui sont derrière les commandes. Donc en fait, c'est un espèce de petit cheval de Troie qui va nous permettre de déjà comprendre les mots-clés qui sont bons, les mots-clés qui ont du volume, les mots-clés qui génèrent du business. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on met un petit peu en opposition le SEO et le SEA, mais c'est deux frères qui doivent vraiment travailler ensemble. Ce que je dis souvent aussi, c'est commençons par le SEA, mettons un petit budget, trouvons où est-ce qu'il y a de l'intérêt. La plupart du temps, les e-commerçants, ils veulent avoir un catalogue digne de ce nom, donc ils vont vendre énormément de références, de produits, mais il y a toujours la loi de Pareto là-dedans. Il y a toujours des choses qui vont vraiment susciter de l'intérêt, puis il y en a d'autres qui ne vont pas susciter d'intérêt. Donc l'avantage du SEA, c'est qu'en tant que cheval de Troie, il va nous montrer qu'est-ce qui a de l'intérêt et qu'est-ce qu'on n'a pas, et puis plutôt que de démarrer de zéro en SEO, même si bien sûr il y a des outils qui permettent aussi d'évaluer tout ça, là on part de données réelles, de données du marché. On va pouvoir communiquer au SEO dans un deuxième temps qui peut être très court. Des fois on fait 3 mois de SEA, on a déjà énormément de réponses et on va pouvoir nous donner les meilleures pistes et avoir une espèce de, de priorisation finalement. Prioriser les efforts pour taper le plus vite possible là où il y aura un impact majeur. Voilà. Puis, après, même. Pardon, oui. Oui, juste pour rebondir à ce que tu as dit, je suis tout à fait d'accord avec toi. Lorsqu'on lance un nouveau business, le SIA est très bien pour tester le marché, tester les mots-clés, etc., pour approcher cela. Alors moi, il faut savoir que j'ai rarement des clients qui viennent démarrer sur ma plateforme de lien, sur simjust.com. La plupart des personnes sont des gens déjà qui sont déjà en place, qui ont déjà un business qui tourne et qui veulent gagner en positionnement, etc. Donc nous, toujours, on arrive à avoir quel budget ils ont, quel budget ils peuvent débloquer tous les mois, quel budget ils ont déjà en SIA, et à partir de là, ils vont nous donner un petit peu ce qu'ils ciblent en termes de requêtes, les mots-clés, et on va leur dire si c'est possible ou pas. C'est-à-dire, nous, on ne va pas travailler un client pour le laisser en deuxième page de Google. Et nous, on en a, justement, quand ils ont des budgets suffisants, etc., en termes de SEO, quand on nous donne les moyens on peut passer, on a des clients qu'on a passé devant Leroy Merlin, Manon, etc., sur des requêtes importantes, parce que on avait le budget derrière. Mais effectivement, si le budget est trop faible en termes de SEO, on peut ramer et végéter dans des pages, en page 2, page 3, parce que justement on n'arrive pas à franchir le pas, on n'a pas les moyens suffisants pour y arriver. Donc effectivement, voilà, il y a toujours une notion de budget à avoir, voir si c'est cohérent par rapport aux ambitions des clients en fait. Donc bien sûr, donc parce que nous, on n'a aucun intérêt de prendre de l'argent en termes de SEO et les laisser là où ils sont, ou les laisser vraiment sur des positions qui sont inintéressantes. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Et puis alors c'est intéressant. Là, ce que tu nous dis, Nicolas, sur cet aspect-là, d'accompagnement des clients, par exemple, là, quand tu as un gros client qui te confie un budget, quelles sont les actions à mettre en place? Faire un audit du site, tu parlais de bruit aussi autour du site, augmenter le maillage externe avec d'autres sites. C'est quoi un petit peu, sans livrer tes secrets, mais au moins d'avoir des axes pour après, qui participent? Alors, généralement, ce que l'on fait, c'est qu'on regarde un petit peu avec des outils. Donc, il y a 2 outils que j'utilise souvent. Il y en a un qui s'appelle Screaming Frog. Screaming Frog est un crawler qui va rapidement avoir une visu du site complet et voir un peu ce qui peut poser problème. Et également SEMrush. Avec SEMrush, pareil, on peut auditer le site et voir un petit peu ce qui va pas. Donc déjà, on a un premier aperçu de la partie optimisation de site, voir déjà si on voit des aberrations et des points bloquants ou pénalisant le référencement. Et après, on va regarder un petit peu le positionnement du site. Donc sur SEMrush, on peut voir les positions du site, on peut voir les positions également donc des concurrents, et là on a un peu une vision du marché, voir où est-ce qu'on est par rapport aux concurrents, et à partir de là il faut un petit peu échanger avec le client, voir où est-ce qu'il en est en termes d'optimisation de son site, qu'est-ce que l'on peut faire pour améliorer ça, qu'est-ce qu'on peut faire également sur la partie off-site, quelles sont les actions que l'on peut faire. On regarde aussi un petit peu ce qu'il a déjà fait en termes aussi, comme on dit, pour Google It, en termes d'écosystème au niveau bruit, que ce soit en lien, en réseaux sociaux, etc., tout le bruit qu'il a pu faire autour de sa marque. Et puis là, on peut lui proposer un accompagnement pour justement essayer d'améliorer tout ça et essayer de budgétiser. Ce qui est important, c'est qu'ils aient une première idée de quels sont les budgets à mettre en place pour pouvoir essayer de se positionner face à la concurrence. D'accord. Et toi, Bruno, ta méthodologie, tes outils, est-ce que principalement, j'imagine, du Google Analytics, le centre de publicité Google, c'est ça que tu utilises? Tu fais un audit un peu de l'existant également?
Là, je vais cartographier, euh, l'industrie. Je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui s'y passe. Après, effectivement, je vais utiliser des outils comme SEMrush ou d'autres. Ils sont pas parfaits. Ils sont pas parfaits. Ça va dépendre du nombre de mots-clés qui vont suivre. Des fois, c'est très représentatif et on arrive à se donner une bonne idée. Et des fois, malheureusement, non. Après, c'est vrai que moi, j'opère en plus en Suisse. Donc, les volumes de mots-clés suivis en Suisse, c'est beaucoup plus difficile. Compliqué. Mais dans l'idée, en gros, c'est cartographier la concurrence. Est-ce que tu es juste un copieur qui vient te greffer sur une niche qui est déjà saturée, puis de toute façon, tu n'as aucune chance? Ou est-ce que tu as effectivement une carte à jouer? Après, si tu as une carte à jouer, comment est-ce que on va te différencier? Je vais aider à travailler aussi un petit peu sur les messages, la proposition de valeur, etc. Parce que finalement, enfin, que ce soit en SEO ou en SEA, c'est toujours la même chose. Il ne faut pas oublier que ça reste du business avant tout. Et le business, c'est avoir une bonne offre, c'est être différent, c'est être autoritaire, persuasif. Enfin, c'est vraiment les bases. Donc, la première chose, c'est ça. Ensuite, effectivement, mettre de l'analytics, traquer tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe sur le site de manière professionnelle pour être sûr de pouvoir comprendre, mais surtout de pouvoir actionner. OK, comment on va faire pour améliorer tes campagnes parce qu'on voit ça? Comment on va faire pour améliorer ton site parce qu'on voit ça? C'est vraiment data-driven. On décide sur la base des données. Et puis ensuite, pour reprendre là où j'en étais tout à l'heure, on commence par shopping parce que c'est le premier endroit où il faut aller. Et puis ensuite, on va progressivement décliner sur du search classique. Je dirais que un bon truc, c'est quelque chose que j'utilise souvent, c'est de commencer par ce qu'ils appellent des campagnes dynamic search, où finalement, on va donner des pages à Google ou des groupes de pages carrément, et puis il va faire de la publicité. On n'a pas à renseigner les mots-clés. C'est un peu Google qui découvre les mots-clés. Par contre, on a à exclure très souvent, très beaucoup. Et puis ensuite, là-dedans, on va pouvoir isoler des perles, on va pouvoir isoler des tueurs, et puis on va les mettre dans des groupes d'annonces qu'on va gérer. Et puis ensuite, c'est objectif retour sur investissement le plus possible. Ça, c'est en gros la meilleure stratégie. On commence par s'assurer que ça va aller au niveau du business, on va repositionner si nécessaire, on va s'assurer que l'analytics, il est top. Et après, derrière seulement, on commence à dépenser des sous. Et objectif de rentabilité. Et puis, dès qu'on a un peu appris, on va donner aussi au SEO, s'il y a du SEO, pour lui dire, tiens, là, voilà ce qu'on a vu. Et toi, tu peux commencer des efforts là-dessus. Puis, il y a peut-être… Tu travailles également sur des campagnes réseaux sociaux où tu combines des éléments peut-être de ces plateformes-là ou tu n'y touches pas du tout et tu segmentes Ouais, je fais aussi, bien sûr, les réseaux sociaux. Après, c'est vrai que je vais pas forcément communiquer dessus, mais forcément, les clients, à un moment donné, ils ont des besoins aussi. Puis, enfin, quand tu fais du e-commerce, quand tu fais déjà un peu de Google Ads, éventuellement un peu de SEO, il y a des fruits faciles à aller récupérer sur Facebook, en remarketing, par exemple. Ça, c'est des fruits hyper faciles. Après, quand ton SEO, il commence à t'avoir fait des contenus qui sont intéressants et puis qui vont répondre à des problématiques que les gens, ils ont, des questions qui se posent, là, ça a de l'intérêt aussi d'aller leur mettre sous le nez sur les réseaux sociaux. Et finalement, tu doubles les résultats de la création de contenu. Donc, oui, bien sûr, je fais. Puis après, il y a peut-être une dernière phase qui est quand même intéressante et primordiale. C'est que, d'après moi, les sites e-commerce, la plupart du temps, c'est un peu cliché, mais la plupart du temps, les fiches produits, c'est quand même pas terrible. Donc, à un moment donné, une fois qu'on a repéré le 20-80, voire même un peu moins que ça peut être le 5-95, vraiment les top performers produits. En général, je vais leur faire des landing pages de vente parce que le taux de transformation, il peut être 2 à 3 à 5 fois supérieur sur une vraie landing page copyrightée, optimisée pour la vente, plutôt que sur le site e-commerce où finalement, tu as un peu les mains liées parce que c'est une boutique avec les contraintes que ça implique. Tu peux pas modifier tant que ça. C'est pas si simple. Tu n'as pas la liberté que tu as sur une fiche, sur une landing page spécifique. Voilà en gros le process. Tu as énormément de recommandations là-dessus. Il y avait certains e-commerçants que j'avais suivis dans leur process SEO. Généralement, on arrive sur un site e-commerce. J'ai un menu avec les catégories principales. Donc là, c'est peut-être Nicolas qui va plus nous renseigner. Donc tout le link juice, toute l'énergie du site est plus renvoyée sur les pages catégories, mais qui sont pas forcément optimisées
alors que c'est plus les fiches produits qui sont parfois optimisées, pas tout le temps, parce qu'il y a très peu de texte ou très peu d'informations dessus. Donc peut-être c'est l'un des correctifs faciles déjà de se poser la question sur sa structure interne, de savoir si mes pages catégories et si mes pages produits sont bien optimisées. C'est peut-être le début, non? Tout à fait, comme disait Bruno, souvent sur un e-commerce, quand on a beaucoup de produits, les e-commerçants, ils n'arrivent pas à optimiser toutes leurs fiches produits, donc on se retrouve avec très peu de contenu. Donc effectivement, les fiches produits, ça reste compliqué. Bon, il y a des techniques si besoin pour pouvoir optimiser ces fiches-là, mais après, le plus souvent, effectivement, on va venir mailler donc mais toutes les pages entre elles, et sur les e-commerce, on a souvent ce qu'on appelle le méga menu. C'est le gros menu que vous avez en haut là, dans l'entête, et vous avez toutes les catégories qui sont maillées entre elles. Donc ça, clairement, en termes de SEO, ça c'est un gros problème parce qu'on vient complètement diluer le jus de la page d'accueil qui est la plus importante, celle qui transmet le plus de jus, c'est complètement dilué. Donc pour ça, maintenant, il y a des techniques qui existent. On appelle ça l'obfuscation, le cloaking. Les plus grosses marques, que ce soit la Fnac, Cdiscount, tous ils en font. On va venir afficher donc le méga menu aux utilisateurs, mais il sera masqué au robot des moteurs de recherche. Donc il n'y a aucun problème en termes de technique obscure ou pas, non, ça reste vraiment propre. Il y a un référent de chez Google à qui j'ai pu en discuter. Il n'y a aucun souci à partir du moment où on vient pas tromper l'utilisateur, mais qu'on vient optimiser le crawl des robots. Donc déjà ces méga menus, clairement, si vous en avez, il faut essayer de s'en passer ou d'obfusquer cela parce que le jus est complètement dilué. Après, il faut savoir que la page la plus importante du site, c'est la page d'accueil. Et souvent, sur la page d'accueil, vous avez des visuels, vous avez des slides, des produits, etc. Vous avez aucun contenu. Donc, en termes de stratégie de backlink, il faut essayer d'avoir un minimum de contenu sur la page d'accueil et d'avoir, entre guillemets, toute la sémantique, tous les mots-clés qui sont importants pour le site. Et après, comme a dit Nicolas, ce qu'on peut faire, et ce qui est très important, c'est qu'on peut venir, justement, optimiser les pages catégories. Les pages catégories, ce sont des très bonnes pages d'atterrissage et elles sont souvent, pareil, mal optimisées. On a soit une petite description de 2-3 lignes. On peut maintenant optimiser cela. Vous avez des possibilités d'intégrer des textes SEO sur ces pages catégories où on va avoir une description en haut, on va avoir les produits et dessous, on peut intégrer un pavé qui peut faire 500, 600, 700 mots et qui va venir se positionner donc sous les produits. Ça permet grandement d'améliorer l'optimisation de ces pages catégories et ça booste clairement le SEO quand on vient positionner des pages catégories. Et les pages catégories sont des pages qui sont pérennes dans le temps. Les produits peuvent être éphémères, peuvent disparaître. De venir travailler et optimiser les pages catégories, là on travaille des pages qui sont plus pérennes dans le temps. Très bien. Écoutez, messieurs, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'explorer un peu les questions. On a quelques questions dans la section Q&A. Pour ceux qui n'ont pas encore posé leurs questions, je les invite à les poser maintenant, si on peut y répondre dans le temps imparti. Première question, alors plus pour Nicolas, comment optimiser son contenu en fonction des critères de RankBrain, s'il vous plaît? Alors, pour optimiser donc ces contenus, tout simplement, on va utiliser des outils à l'époque. Je ne sais pas si vous avez connu ça, mais à l'époque, on avait des outils comme sur WordPress qui s'appelait Yoast, qui nous faisait répéter X fois le même mot-clé dans une page. Maintenant, c'est fini, on travaille par champ lexical. On a des outils maintenant, il y en a deux que je recommande principalement. Il y a yourtext.guru. Yourtext.guru permet donc de définir le champ sémantique donc d'un mot-clé. On tape une requête, il va nous lister tous les mots-clés qui sont associés, on va rédiger et après on vient injecter le texte donc dans l'outil Yourtext.guru et il va nous donner l'optimisation donc de la page, si elle est bien optimisée ou pas. Il y a également SEO Quantum qui est un petit peu l'équivalent et également il y a aussi .fr que j'utilise beaucoup moins, mais voilà, Yourtext.guru, SEO Quantum et .fr, ce sont trois outils qui sont payants, ça coûte pas très cher, mais ça permet d'optimiser donc ces contenus pour avoir de la rédaction sémantiquement optimisée pour Google RankBrain. Moi, je suis fan d'un .fr, si jamais. Un .fr, d'accord, ok. Ouais, ben moi, j'aime bien Yourtext.guru parce que Yourtext.guru, tu peux venir après tester ton optimisation et la pondération de chaque mot-clé. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé. Au début, j'ai commencé par un .fr, mais j'ai rapidement basculé sur Yourtext.guru. Intéressant. Très bien. Seconde question. Pour le référencement naturel de mon site, comment je peux savoir si j'utilise un nombre adéquat de mots-clés sur une page ou sur un article pour mon blog?
Voilà, c'est un petit peu la même chose en fait. Hein. Là maintenant, on parle de sémantique. Donc en utilisant un des outils que j'ai cités précédemment, on va pouvoir avoir le champ lexical à utiliser et voir les mots-clés en fait. Il faut toujours se dire qu'on joue au jeu mystère. Je retire mon mot-clé principal, je lis le texte, je dois de suite comprendre de quoi je parle. Si vraiment cela fonctionne comme ça, qu'on arrive à comprendre comment dire, ce que l'on cherche à travailler, à optimiser sans lire le mot-clé principal, il n'y a aucun souci, c'est que ça fonctionne. Après, il y a Messieurs, je vais peut-être un juste vous truc. demander de lister le nom des outils que vous utilisez dans le chat pour que les participants puissent les retrouver. On a quelques questions là-dessus concernant vos outils, donc n'hésitez pas à les renseigner. Dans le chat, ok, je vais dans, ok, ça marche. Je vais y aller Après, il y a peut-être juste pour rebondir sur la question d'avant, bien sûr, il y a une part de technique et c'est clair et net et tout ce que tu as dit, c'est très juste, mais il y a aussi une part de bon sens. À un moment donné, quand il y a un mot-clé, ça veut dire que derrière, il y a des personnes qui ont une intention, souvent elles ont un problème. La base, c'est quand même le bon sens, c'est OK, qu'est-ce que si moi j'avais ce problème, j'aimerais trouver dans un contenu et qui va répondre complètement finalement que voilà, la personne elle a ce problème-là, quand elle vient chez moi, elle part, elle n'a plus besoin d'aller ailleurs. Ça, je pense, c'est fondamental à comprendre aussi. Évidemment, il y a de la technique et je dirais que la technique, elle est au moins aussi importante que ce côté bon sens, mais il faut surtout pas l'oublier et faire des textes de robots comme il y en a qui font encore. Bien sûr, pas chez des professionnels, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais voilà, c'est un peu de bon sens. Il y a des gens qui ont des problèmes, on essaye d'écrire des contenus pour y répondre. Il faut répondre correctement. Puis il y a toute la notion de lisibilité, d'expérience. Tout ça, c'est pris en compte aussi parce que quand on arrive sur un bloc de texte que c'est dur à lire, les gens ils s'en vont. Les retours en arrière sont mesurés aussi par Google. Enfin, il y a beaucoup de choses. Il faut penser à l'utilisateur, son expérience, et puis répondre à son problème en intégralité. C'est exactement ça. Ne pas penser à Google, mais penser à l'utilisateur aussi. C'est important. Sinon, on retrouve des inepties en texte SEO. Est-ce qu'on a des questions un petit peu plus sur le SEA? Alors, une question peut-être pour vous deux. On parle beaucoup de recherche vocale pour le référencement. Comment s'y préparer? Comment anticiper un peu les évolutions qu'ils peuvent avoir sur la logique de recherche vocale? Alors, la recherche vocale, pour l'instant, moi, il y a beaucoup de personnes qui ont commencé à se mettre dessus et qui ont un petit peu peur de ça, parce que la recherche vocale, ben, du coup, c'est une réponse, hein, on n'a plus X résultats. Moi, de mon côté, je vois bien que ça a du mal comment dire, à venir prendre sur le reste. Pour moi, je suis pas trop inquiet de la recherche vocale. Il y a des gens qui l'utilisent, mais ça représente quand même, c'est très très peu par rapport au reste. Et effectivement, mais là, il faut clairement répondre au mieux à l'intention de recherche, à avoir la meilleure réponse à donner par rapport à une question. Mais pour l'instant, on a encore de beaux jours devant nous avant que la recherche vocale soit dominante par rapport à la recherche web. Bruno, qu'est-ce que tu en penses toi à ce niveau-là? Ouais, pour l'instant, c'est plus un truc de SEO, mais inévitablement, à un moment ou à un autre, si vraiment ça décolle fort, ils vont forcément essayer de faire quelque chose de payant. J'avais lu des brevets de Google où ils expliquaient qu'ils voulaient de plus en plus devenir un moteur de recommandation et puis que le monde va de plus en plus, comment dire, ça va être des flux. Et puis finalement, les gens qui font du payant envoient les flux et puis les gens qui posent des questions à Google, bah, il va regarder s'il a une réponse dans les flux puis il va commencer à te recommander des trucs et des produits. Et puis, c'est comme ça que peut-être, hein, c'est des brevets, puis c'est aussi de l'interprétation que moi j'en fais. À un moment donné, pour l'instant, sur la recherche vocale, c'est que du naturel. Mais demain, il y aura peut-être bien le payant. Puis on sait que Google, ils aiment bien positionner leur payant au-dessus du gratuit. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Il n'y a même pas, en tout cas à ma connaissance, de tests pilotes sur du sponsorisé pour répondre au vocal. Il ne faut pas se leurrer, ça va venir. Et puis, plus ça va décoller, plus ça va venir vite, quoi. Voilà. Très bien, messieurs. Je pense qu'on a fait le tour des sujets. Alors, il y a pas mal de questions qu'on va pas avoir le temps de traiter, malheureusement. Je vous invite tous les deux à aller regarder un peu dans le chat et dans le Q&A et donc de prendre contact en direct avec les personnes. On me pose beaucoup de questions concernant les outils. SEMrush aussi, donc vous en avez tous les deux parlé. Très bon outil dont tu es ambassadeur, notamment Nicolas, et nous qu'on utilise régulièrement aussi pour optimiser notre média ou autre.
Donc, pour analyser tout ce qui est campagne de concurrents SIA et puis analyser les mots-clés, c'est un très bon outil qu'on vous invite naturellement à découvrir. On est nickel en termes de timing, on fait signe que c'est tout bon. Messieurs, en quelques mots, on peut vous contacter par quel biais? Par LinkedIn, via votre site, via les réseaux sociaux? Juste en quelques mots. Alors de mon côté, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou sur Twitter. Vous tapez donc Nicolas Mercatili, MERCATILI, et vous n'aurez aucun problème à me retrouver. Ouais, c'est à peu près pareil pour moi. Vous tapez Bruno Guyot, vous n'aurez pas de mal à me trouver. Tous les chemins mènent à Rome. Je vous invite à poster le lien dans la discussion, comme ça les gens peuvent directement vous ajouter ou échanger avec vous. Et puis, je vous remercie pour cette table ronde très riche et je vous dis à très vite pour de nouveaux projets ensemble.